Qu'est-ce que la commotion cérébrale? C'est un processus physiopathologique complexe affectant le cerveau. Elle peut survenir à la suite d'un coup direct au cou ou à la tête, ou encore à la suite d'un coup indirect porté au corps qui engendre une force d'impact amenant une énergie jusqu'à la tête. Par exemple, une chute sur les fesses. Les forces appliquées au cerveau peuvent être de type rotatoire, accélération-décélération ou coup contre coup. Les traumatismes crânio-cérébrales se divisent en 3 catégories. Il y a les TCC légers, modérés et sévères. La commotion cérébrale se situe dans la catégorie des TCC légers, représentant 75 à 90% des TCC. La commotion cérébrale entraîne des perturbations sur les plans neurochimiques et neuroélectriques. Les forces appliquées sur le cerveau provoquent un étirement des neurones et de l'organe de myéline. Cet étirement engendre un relâchement inhabituel des neurotransmetteurs excitateurs, comme le glutamate, et d'ions potassium en dehors du neurone. En se fixant sur des récepteurs NMDA et AMPA, le glutamate accentue le phénomène de sortie des ions potassium, en plus de faire entrer des ions calcium dans le neurone. Les ions calcium entrants se fixent au niveau des mitochondries, altérant ainsi leur rôle dans la production d'ATP par la respiration cellulaire. En parallèle, la sortie des ions potassium engendre une hyperstimulation des pompes sodium-potassium, ce qui entraîne une augmentation de la demande en ATP. Cette augmentation de la demande, ne pouvant être assumée par les mitochondries, provoque une stimulation de la glycolyse anaérobie qui amène une production excessive de lactate. Toutes ces perturbations sont à la source des signes et symptômes associés à la commotion cérébrale. Cette cascade métabolique peut se dérouler sur une période de 24 à 48 heures, ce qui peut expliquer l'apparition parfois tardive de certains symptômes. Suite au traumatisme, le cerveau est dans un état d'hyperexcitation, mais n'est pas capable d'y répondre. En d'autres mots, au moment où il aurait le plus besoin de prendre soin de lui, il y a une hyperexigence neurométabolique qui l'en empêche, ce qui crée une panoplie de symptômes, dont un état d'hyperfatigabilité. Cette fatigabilité accrue constitue le symptôme le plus persistant et le plus difficile à enrayer. Contrairement aux AVC, la neurotraumatologie est un phénomène diffus. Cependant, en phase aiguë, il peut parfois y avoir des symptômes localisés. Par exemple, lors d'un coup en occipital, on peut observer des troubles visuels, comme voir des étoiles ou des points noirs. Toutefois, la symptomatologie en résiduel demeure diffuse. Plusieurs signes et symptômes peuvent être associés à la commotion cérébrale et il est très important d'arriver à les reconnaître. Parmi les signes, on peut retrouver la perte de conscience, la confusion, l'irritabilité, vomissements, des pertes d'équilibre, la vue trouble, de l'émotivité et de la distraction. Pour ce qui est des symptômes, quelqu'un ayant fait une commotion cérébrale peut éprouver des maux de tête, des nausées, des douleurs au cou, des vertiges, des troubles de la mémoire, des troubles du sommeil ou encore des problèmes de concentration. Quelle est la marche à suivre lorsque l'on soupçonne une commotion cérébrale? Dans le sport, la première étape à respecter est le retrait du jeu. La deuxième étape constitue l'évaluation médicale d'abord sur le terrain, à l'aide du questionnaire SCAT-3, puis par un médecin pour obtenir un diagnostic. Il est à noter que les examens radiologiques tels que l'imagerie par résonance magnétique, la tomodensitométrie et les radiographies ne permettent pas de déceler la commotion cérébrale. Suite à un diagnostic de commotion cérébrale, la consultation de ressources spécialisées telles que neuropsychologues, physiothérapeutes et kinésiologues est fortement recommandée. Le traitement se divise en 3 catégories.
Étant donné que le cerveau est dans un mode d'économie d'énergie, car chaque effort lui en demande plus qu'à l'habitude, il est important de réduire et de fragmenter les activités. De plus, les sports sont à proscrire durant la phase aiguë. Une bonne hygiène de vie, quant à elle, est essentielle au bon rétablissement. Le traitement doit être spécifique selon les systèmes touchés. On parle ici des systèmes vestibulaires, temporomandibulaires, cervical, oculomoteur, crânien et myofacial. Un retour graduel à l'activité physique cardiovasculaire ainsi que des exercices d'équilibre sont aussi recommandés. Les indications d'une récupération complète sont la disparition des symptômes physiques et cognitifs au repos et à l'effort, ainsi que la disparition des symptômes affectifs et des troubles de sommeil. Les mesures aux tests d'équilibre et de motricité, ainsi que le bilan neuropsychologique doivent être normalisés. Il doit y avoir un retour à temps complet aux activités pré-commotion, telles que le travail, les études, les sports et les loisirs. Toutes ces conditions doivent être remplies sans accommodement particulier ni médication. Il est important de souligner que dans les commotions multiples, il n'y a pas de traces visibles au niveau cérébral. Mais certains indices laissent croire que le cerveau garde tout de même une trace biologique. Ce phénomène pourrait expliquer l'augmentation de la fragilité du cerveau d'une commotion à l'autre, c'est-à-dire que de moins grands coups génèrent de plus en plus de symptômes. En résumé, le cerveau garderait un historique bien caché de ces traumatismes.